Panafrico, la perspective africaine. Géopolitique africaine. La CEDEAO-OTAN est morte. Permettez-nous d'expliquer brièvement pourquoi nous avons rebaptisé la CEDEAO en CEDEAO-OTAN, pour ceux qui pourraient être choqués par cela. Dans un monde où les masques sont finalement tombés, et où le mirage du Peace and Love d'après la Seconde Guerre mondiale s'est dissipé, la masse critique réalise qu'elle a été menée en bateau. Les conflits en Ukraine et en Palestine ont forcé les gens à ouvrir les yeux sur le fait que seule la force brutale prévaut, et que cela a toujours été le cas. Les Africains qui étaient encore inconscients du fait qu'ils avaient été pacifiés, et conditionnés à croire que leur pays était indépendant, et que la démilitarisation et la démocratie étaient ce dont ils avaient besoin pour vivre en paix, commencent enfin à voir les mensonges pour ce qu'ils étaient. La plupart des pays africains sont toujours sous un contrôle colonial en évolution constante, et mènent une guerre hybride, pour se libérer. Dans certaines parties du continent, la guerre est invisible comme en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Guinée équatoriale ou au Rwanda, mais la pression est immense. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Dans d'autres parties, c'est à travers de bonnes vieilles guerres par procuration et l'occupation militaire. En utilisant le prétexte de l'insécurité et de l'instabilité, qu'ils créent eux-mêmes, pour mener des opérations militaires à grande échelle, qui doivent durer le plus longtemps possible afin que les ressources puissent être pillées. C'est pourquoi nous avons choisi de dénoncer la véritable menace pour la stabilité de toute l'Afrique. L'OTAN. L'Occident domine le monde par la puissance militaire, et toutes ses armes viennent de l'OTAN, c'est donc la principale menace. C'est une machine de guerre, dont la mission est de créer autant de chaos que possible dans le monde, directement ou par l'intermédiaire de mandataires, pour augmenter les ventes d'armes et sécuriser l'approvisionnement en ressources critiques pour les économies occidentales. L'Afrique de l'Ouest et le Golfe de Guinée sont contrôlés par l'Occident de manière ininterrompue depuis l'époque coloniale. Et si l'on regarde les photos de la réunion d'urgence de la CEDEAO après la révolution populaire au Niger, il est facile de comprendre pourquoi nous appellerons désormais la CEDEAO, la CEDEAO-OTAN. Heureusement, il y a des événements récents qui étaient notre point de vue. Il y a eu la tournée néocoloniale africaine, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voici ce qu'il a dit au leader capverdien lors de sa première escale. Comme l'a dit le président Biden, on est pleinement investi concernant l'Afrique. Nous considérons l'Afrique comme une partie essentielle, critique et centrale de notre avenir. Lorsqu'une force impérialiste vous fait savoir qu'elle est pleinement investie, et sur la durée, il serait sage de l'écouter attentivement. Il est intéressant de noter que cette tournée a commencé peu de temps après qu'il ait été rendu public, que l'OTAN souhaitait accroître sa présence militaire en Afrique de l'Ouest, afin de contrer l'alliance des États du Sahel. Très probablement pour s'assurer que les colonies de l'OTAN se conforment aux instructions reçues. D'autre part, il y a eu les révélations du leader révolutionnaire malien Assimi Goïta. La France et l'ONU pourraient-elles être qualifiées d'États et d'entités terroristes ? Assimi Goïta révèle comment l'ONU et la France ont aidé les terroristes dans la région, et fait des révélations choquantes sur les tactiques néocoloniales occidentales. Le Mali a déjà prétendu avoir rassemblé des preuves substantielles, prouvant que la France soutenait les terroristes qui déstabilisaient le pays depuis plus d'une décennie, comme nous l'avons couvert dans une vidéo précédente. Lien sur l'écran et dans la description. J'ai fait 1 année et 4 mois de mission au Soudan, et j'ai quitté ce pays juste après sa partition en 2 États. Depuis l'annonce d'un déploiement maximal de la MINUSMA autorisée par l'ONU au Mali, j'ai imaginé le cas du Soudan dans notre pays. Une fois installés dans votre pays, il vous sera très difficile de les faire partir. Malgré le retrait de la France, sa présence au Mali persistait à travers les actions de la MINUSMA. Ce sont les grandes puissances qui sont derrière toutes les missions internationales pour assurer leur rayonnement et une influence au niveau mondial.
Les décisions prises par ces grandes puissances ont souvent un impact sur les autres nations qui les prennent en compte pour leur propre politique, décisions militaires ou diplomatiques. Vous auriez compris avec moi que depuis le départ annoncé de la MINUSMA avec la rétrocession des camps au Mali, nous avons assisté à des attaques sporadiques des villes, du bateau Tombouctou, des villes de Bamba et Bourem, juste pour semer la psychose et faire douter la population. Mais les Maliens avaient compris leur stratégie. Ils sont restés derrière les autorités. Nous avons récupéré méthodiquement les camps, ville par ville, selon le calendrier du retrait. À Aglock, la MINUSMA a remis des équipements aux groupes armés terroristes. Cette remise a été filmée par nos drones et nous avons ces images. La MINUSMA a détruit tout le camp avant de se retirer. Ils ont repris le même scénario dans le camp de Kidal. Ils ont abandonné la base avec nos matériels, permettant ainsi à l'ennemi de s'en emparer. Notre objectif était clair, récupérer le camp de Kidal à tout prix. Nous avons combattu pour récupérer ce camp. Après des bombardements intenses, jour et nuit, contre les groupes armés terroristes, ils ont pris la tangente. Nous avons assisté à l'abandon de 15 blindés en bon état par la MINUSMA. À Tessalit, ils avaient encerclé la ville, et nous avons intercepté leur communication indiquant de ne pas attaquer certains individus, considérés comme alliés. Le camp de Tessalit a été rétrocédé sous le feu des armes, croyant qu'on allait emprunter la voie terrestre. Ce sont finalement nos avions qui ont amené nos hommes. Mais Dieu merci, nous avons réussi à faire partir la MINUSMA. Elle ne répondait pas aux aspirations du peuple malien. Maintenant que cela a été expliqué, cela devrait éclairer tout le monde sur les raisons du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la CEDEAO-OTAN. Lors d'une diffusion simultanée, courte mais historique, sur les télévisions nationales du Mali et du Niger, le colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement malien et ministre de l'administration territoriale, et le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du gouvernement nigérien, ont informé simultanément le public du retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la CEDEAO-OTAN. Les raisons invoquées pour ce retrait sont les suivantes. L'échec de l'organisation à respecter ses valeurs fondatrices et ses propres règles. Le fait qu'elle soit sous l'influence occidentale. Son refus d'aider les trois pays lorsqu'ils menaient une guerre existentielle contre le terrorisme. Sa volonté d'imposer des sanctions illégales et inhumaines à leur population et de menacer l'usage de la force lorsque les trois pays ont été forcés de prendre les choses en main. Ce retrait ampute la CEDEAO-OTAN de 55% de son territoire, d'environ 20% de sa population, et près de 10% de son PIB. Les pays de l'AES sont enclavés, ce qui les a historiquement contraints à compter sur les ports des pays voisins pour accéder à la mer. Des accords très lucratifs ont été signés avec ces pays voisins, afin de leur permettre d'exporter les vastes quantités de ressources qu'ils produisent chaque année. Ils se tourneront maintenant vers des alliés tels que la Guinée, ou des partenaires économiques circonstanciels, tels que le Togo et le Maroc. La CEDEAO-OTAN perd un marché au potentiel énorme, et tous les principaux corridors de transport terrestre et aérien à travers le désert du Sahara, créant un cauchemar logistique pour les parties concernées. Personne ne peut vraiment prédire combien de temps l'organisation pourra survivre après cette scission. Une chose est sûre, les vents du changement soufflent, et le mouvement révolutionnaire panafricain, qui a refait surface au Sahel, est appelé à se propager. Avec des élections cruciales prévues au cours des 2 prochaines années au Ghana, en Guinée, au Sénégal, au Togo et en Guinée-Bissau, le paysage géopolitique sera certainement intrigant. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.